Et j'apprends énormément auprès des enfants par leur courage, leur sensibilité ou leur façon de voir le monde. Il faut comprendre que beaucoup d'enfants, en tout cas des enfants avec lesquels on travaille, ne sont pas spécialement sensibilisés à la maison, à l'art, ne sont jamais allés dans un musée. Donc, c'est un univers qui est très éloigné du leur. Donc, comment leur faire appréhender, toucher du doigt, voilà, quelque chose qui ne leur est pas du tout familier. Tu écoutes le podcast L'entrée des coulisses, un bouche à oreille pour renouveler tes coups de cœur culturels, un temps pour rencontrer des artistes de tout horizon, un moyen de soutenir ensemble la diversité artistique. Je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste à mes heures, et je te guide dans les coulisses. Tu me suis ? Allez où ? On y va. Cet épisode est un épisode particulier parce qu'il s'inscrit dans le podcaston. Le podcaston, c'est quoi ? Eh bien, c'est le grand rassemblement caritatif des podcasteuses et podcasteurs pour mettre en valeur l'engagement associatif. L'idée, c'est de sensibiliser les publics à des causes et de collecter des fonds d'une manière originale. Cet événement est directement inspiré du Téléthon et il aura lieu en 2025 du 15 au 21 mars. Et donc pendant une semaine, des centaines de podcasteurs et podcasteuses vont diffuser des épisodes dédiés à des associations caritatives et l'entrée des coulisses en fait partie. L'association que j'ai choisie s'appelle Culture pour l'enfance. Parce que ça parle de culture et parce que cela parle d'enfance, puisque dans le cadre de mon métier de médiatrice culturelle, j'interviens beaucoup auprès des enfants et des familles. Culture pour l'enfance, sa mission, c'est de donner accès à l'art et au patrimoine aux enfants en situation d'exclusion sociale, en situation de handicap ou en situation d'hospitalisation. L'association met en œuvre des parcours culturels dont on va vous parler. Les structures partenaires, eh bien, ce sont des écoles, des hôpitaux, des structures sociales, des structures médico-sociales et elles bénéficient toutes gratuitement des actions de l'association. Je vous invite à écouter cet épisode. Vraiment, abordez-le comme évidemment la découverte d'une association, mais surtout comme une plongée dans la médiation culturelle auprès d'enfants, autant sur la démarche que sur les outils mis en place, parce qu'ils sont racontés d'une manière très concrète. Et c'est assez rare, je trouve, d'entrer comme ça dans les coulisses d'un métier de médiatrice culturelle et dans les actions d'une association. Et pour parler de culture pour l'enfance, j'ai deux invités, Annabelle Lucas, coordinatrice de projet, et Émilie Pruvot, qui est médiatrice culturelle. Bonne écoute. Annabelle, Émilie, bonjour. 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 Alors, au moment où j'enregistre cet épisode, je sors tout juste à peine d'une très grosse grippe. Donc, je vais tout miser sur vos voix à vous, qui sont aujourd'hui bien plus claires que la mienne. Alors, on va commencer par présenter plus précisément cette association avec toi, Annabelle. Donc, j'ai déjà un petit peu précisé la mission principale de l'association, mais toi, je pense que tu vas avoir beaucoup plus de choses que moi à nous raconter. Est-ce que tu peux nous raconter donc l'histoire de Culture pour l'enfance ? Alors, Culture pour l'enfance, on existe finalement depuis plus de 15 ans. On est né en 2009 à l'initiative de Bruno Monnier, qui est actuellement notre président de Culture pour l'enfance, qui était à l'époque directeur et président de Culture Espace, qui gère des sites et des lieux patrimoniaux en France, des lieux culturels. D'accord. Il a eu cette volonté d'offrir la culture
à des enfants en situation d'exclusion, de précarité face à la maladie, d'exclusion sociale, etc. Et il a fondé à ce moment-là Culture pour l'enfance. Culture pour l'enfance, on est établi sur 4 régions en France, région Île-de-France, Sud, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et on propose des projets en plusieurs étapes à des structures bénéficiaires, donc ça peut être des structures médico-sociales, médico-éducatives, des écoles REP, REP+, en QPV en zone rurale isolée, ou bien des hôpitaux, pour permettre à des enfants, aux plusieurs étapes, d'avoir accès finalement à la culture. Et ça se déploie sous différents formats, mais je pense qu'on va creuser ça un peu plus tard. Annabelle, il faut quand même aussi préciser que Culture pour l'enfance, c'est aussi une grosse association, mais qui fonctionne avec des mécènes. Exactement, c'est plus de 12 000 enfants qui bénéficient de nos programmes. Ils y bénéficient grâce à la générosité de mécènes, de grands donateurs, de donateurs particuliers qui, par exemple, sur notre site internet, peuvent donner, ça peut être 5 €, ça peut être 1 € sur un TPE, ça peut être bien plus, mais chacun, par son action, peut mettre une petite pierre et nous aider à favoriser l'accès à la culture pour les enfants. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez y accéder donc directement et contribuer à l'action de Culture pour l'enfance. J'ai noté sur le site qui est très complet et je vous invite vraiment à aller le visiter parce que vous allez en savoir beaucoup plus sur cette association. Il y a aussi des détails sur les différents programmes qui sont proposés et ces parcours respectent les programmes EAC, c'est-à-dire les programmes d'éducation artistique et culturelle, et ils respectent aussi le CPS, c'est-à-dire l'ensemble des compétences psychosociales, émotionnelles, cognitives, qui ont pour objectif d'améliorer les relations à soi et aux autres. Annabelle, moi j'ai noté qu'il existe 3 axes principaux pour ces programmes, art et numérique, culture et bien-être, patrimoine et créativité. Et ces 3 axes sont donc, si j'ai bien tout compris, ils sont donc déclinés en plusieurs programmes particuliers. C'est quoi un programme exactement? Et de quoi il se compose concrètement en termes de contenu, de nombre d'heures? C'est quoi un programme? Alors, chaque année, on a à peu près 12 000 enfants qui sont touchés par nos actions et ils participent chacun à ces programmes. Ces programmes, ils sont composés en 4 étapes distinctes et qui sont toutes basées sur les piliers de l'EAC. L'EAC, c'est l'éducation artistique et créative, des notions poussées et publiées par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Ok, donc ces programmes-là sont tous basés sur l'EAC. Tous. Exactement, exactement. Okay. Ce qui nous permet d'avoir une structure claire et aussi qui soit complète en termes d'acquisition de connaissances, qui sera la première partie du programme, la première étape, un atelier pédagogique avec une médiatrice qui va se déplacer dans la structure en fonction des programmes. Une deuxième étape qui est souvent la visite du lieu culturel, donc ça peut être un centre d'art numérique dans le projet Art en immersion, ou un site patrimonial comme le musée Jacques Marandré ou l'hôtel Le Caumont en région Sud. La troisième étape, elle va être l'atelier créatif. L'atelier créatif, ça va permettre vraiment aux enfants de s'emparer des outils et d'être eux-mêmes faiseurs, d'être eux-mêmes créateurs. Et ça va être très important dans le gain de confiance en soi, dans le développement de l'opinion critique, dans le travail aussi en collectif au sein de la classe ou du groupe. Et finalement, tout ce travail d'atelier pédagogique, d'acquisition de connaissances, de visite qui permet la rencontre avec les acteurs de la culture, tout catalysé lors de la restitution qui, elle, se fait en autonomie dans les structures où les enfants vont pouvoir transmettre eux-mêmes, présenter eux-mêmes leur travail. Ça peut être à leurs proches, à leurs camarades, à d'autres enfants de leur structure médico-sociale, par exemple, et eux-mêmes vont médiatiser et être acteurs de la culture. Donc c'est vraiment ces 4 étapes qui sont
l'architecture, le squelette principal de nos programmes. Ok, donc 4 étapes. Ces 4 étapes, elles sont suivies toujours par un même groupe d'enfants, évidemment. Hein. Ça constitue vraiment donc tout un parcours culturel autour d'une thématique. Comment ces programmes sont choisis? Est-ce que ce sont les structures, les établissements qui piochent dans vos propositions, ou est-ce que c'est vous qui proposez? Comment se fait l'organisation? Alors c'est un peu un échange dans les deux sens. Déjà, malheureusement, ils n'ont pas accès à tous les programmes. Ils sont aussi un peu limités, mais aussi poussés par leur aire géographique. Sur un enfant qui est à Bordeaux, il accédera au bassin des Lumières, mais pas forcément à l'atelier des Lumières qui est à Paris. C'est un peu loin. Et les structures souvent peuvent aller sur notre site internet et s'inscrire depuis la page inscription du programme. Mais il y a tout aussi une démarche de nous-mêmes en tant que coordinatrices de programme, d'aller vers les structures, de les appeler, de pas mal de communication aussi. Et finalement, on se rend compte que le bouche à oreille marche très très bien. On peut aller dans une classe et on se rend compte 1 ou 2 semaines après que finalement, il y a d'autres maîtres, d'autres maîtresses de l'établissement qui s'inscrivent petit à petit parce qu'ils se sont rendus compte que c'était sympa quand même. C'est le travail qui se fasse. Annabelle, avant de discuter avec justement Émilie, qui est médiatrice à Culture pour l'enfance, moi j'ai noté quelques exemples de parcours et peut-être qu'Annabelle, tu peux nous en donner quelques mots pour qu'on ait un petit peu une vision un petit peu plus précise. Alors en effet, finalement la structure que je vous ai explicitée plus tôt en 4 étapes se raccroche au parcours classique. Mais on s'est rendu compte avec l'expérience, et notamment à l'atelier des Lumières, qu'il y avait des jeunes en situation de handicap qui naturellement se mettaient à danser dans l'espace. Parce que il y a beaucoup de lumière, de sons, de stimuli visuels et auditifs. Oui. Et que finalement la parole, même si c'est un excellent médium de transmission de connaissances, des fois le corps marche autant, voire mieux, avec ces publics-là. Et de ce constat-là, on a créé le parcours dansé, qui se déroule en suivant plus ou moins la même architecture et les piliers évoqués précédemment. Oui. Mais cette fois-ci, on va faire appel et à une médiatrice culturelle comme Émilie, mais aussi à d'autres partenaires qui sont des danseurs spécialisés en danse adaptée et inclusive, qui vont eux aussi se déplacer dans les structures pour faire un atelier dansé. Et cette fois-ci, la restitution, c'est une visite dansée au sein du site culturel ou de lieu patrimonial. Ils ont vraiment un espace qui leur est dédié pour s'exprimer via le corps et via leurs émotions. C'est très très chouette à voir. Ah ouais, ça doit être super intéressant et très beau aussi de voir ces enfants vivre ça. J'ai noté aussi, par exemple, que vous aviez un parcours autour des architectures extraordinaires, les hôtels particuliers, où là, les enfants découvrent l'histoire de l'art à travers plusieurs hôtels particuliers. Ça m'a l'air d'être plus basé à Paris. Exactement, le programme Architecture extraordinaire est proposé en Île-de-France et notamment en partenariat avec le musée Jacques Marandré. Oui. Mais on va aussi étudier d'autres hôtels particuliers de différentes époques au sein de Paris. Donc, il va y avoir l'hôtel Biron et l'hôtel Salé. Et finalement, au cours de, par exemple, l'acquisition de connaissances lors de l'atelier pédagogique, les enfants vont comparer les différentes matières, les différentes architectures, isoler finalement des choses qu'on peut retrouver dans chacun de ces lieux. Qu'est-ce qu'une colonne? Qu'est-ce qu'un fronton? Des choses comme ça. Le parcours classique va être énormément dans l'acquisition de concepts, de vocabulaire autour de ce thème-là. Mais le parcours dansé, c'est vraiment le corps qui va être le médium architectural pour reformer finalement des colonnes avec ses bras, des frontons avec ses jambes, des choses comme ça. Et comment s'emparer vraiment de l'espace muséal, de l'architecture muséale via le corps. Donc vraiment, nos programmes se déclinent en fonction des publics. Il y a quand même cette spécificité de s'adresser à des enfants donc en situation de handicap et tout type d'handicap, d'après ce que j'ai compris, des enfants en situation d'exclusion sociale ou qui font face à la maladie, mais du coup,
ces programmes, comment ils s'adaptent à ces différentes réalités, à ces différents enfants et à leurs différentes difficultés? L'adaptation des programmes, tout se joue finalement avec nos médiatrices culturelles Ouais. qui sont très qualifiées et qui ont une sensibilité, une lecture des publics qui leur permettent d'énormément s'adapter. Et juste en amont, il va y avoir une petite partie nous de communication avec les structures où on peut les appeler et ils vont nous déconstruire, nous présenter les enfants, quel type de handicap ils ont, est-ce qu'il faudra passer par des mots finalement plutôt simples, est-ce que c'est des enfants qui sont très excités, qui ont beaucoup d'énergie, et tout ça, nos médiatrices sont très aptes à faire ça. C'est vrai qu'on continue d'apprendre jour après jour puisqu'on s'adapte vraiment en tant que médiatrice aux enfants qu'on a donc avec nous. L'idée, c'est de rentrer dans leur univers pour tisser du lien et pour les accompagner, les aider à tisser du lien avec les œuvres qu'ils vont découvrir. Parce que Annabelle parlait très justement du programme de EAC, donc d'éducation artistique et culturelle. Donc effectivement, les actions sur le terrain s'inscrivent en lien avec les 3 piliers principaux de ce programme. Donc, il s'agit d'accompagner à acquérir des connaissances, mais aussi découvrir, aller à la rencontre des œuvres, et puis de développer aussi la pratique artistique. Voilà. Mais il n'y a pas un atelier qui se ressemble, même si bien sûr on a là aussi un fil conducteur, mais on va vraiment l'adapter en fonction du profil des enfants. Donc, ce que disait Annabelle est très juste aussi. En amont, c'est très important de communiquer avec l'institution pour connaître bien sûr au mieux le profil, quelles sont les problématiques, quel est le niveau de motricité, de compréhension verbale, pour pouvoir en amont s'adapter, mais c'est aussi toujours une adaptation sur le terrain. On a comme une boîte à outils dans laquelle on va piocher, voilà, et donc c'est ce qui rend le métier passionnant aussi, et très créatif chaque jour, et qui se renouvelle à chaque fois. Émilie, moi ce que j'aimerais savoir d'abord, parce que je trouve ça intéressant aussi, c'est vous venez de quel parcours professionnel et est-ce que l'accompagnement des enfants dans la découverte de l'art a toujours fait partie de ce parcours? Alors, moi, de mon côté, ça fait depuis 2017 que j'accompagne le jeune public en situation de handicap. Donc, effectivement, c'est cette connaissance du public sur le terrain qui m'a amenée donc aussi vers la fondation. Donc j'ai eu une autre vie avant où j'ai toujours travaillé on va dire avec un fil conducteur qui était le fil conducteur culturel et artistique. Donc voilà, j'ai toujours travaillé dans cet univers auprès des enfants puisque j'ai longtemps aussi développé dans mes expériences professionnelles antérieures des outils en contact avec des professeurs, des outils de communication, voilà, pour mettre en avant notamment des papiers. Donc, il s'agissait de travailler avec des enfants, d'explorer leurs capacités, leur niveau de motricité. Donc, voilà, j'ai eu déjà avant ma reconversion, j'étais quand même très en contact avec le jeune public, Effectivement, et public adolescent, étudiant aussi. D'accord, une solide expérience déjà. C'est ça. Bien sûr. Et puis des études aussi de mon côté, voilà, autour de la communication, de l'histoire de l'art. Toi, Émilie, tu interviens sur quel type d'atelier? Alors, monsieur, j'interviens pour différents programmes, donc en Île-de-France principalement, donc aussi bien sur le programme des architectures extraordinaires, qui se passe entre le musée Jacques Marandré et sur le terrain dans l'institution, mais également le programme de l'atelier des Lumières, là avec des ateliers pédagogiques et créatifs. Donc, Émilie, on a échangé un tout petit peu avant l'enregistrement de cet épisode. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant dans ce que tu disais, c'est que tu travailles beaucoup
sur l'expérience personnelle, sur l'émotion individuelle, sur ce qui touche l'enfant, mais j'ai presque envie de dire c'est un peu le parcours de tout un chacun, même pour les adultes, on fonctionne aussi un peu comme ça. Ma question qui va sembler peut-être un petit peu naïve, c'est est-ce que c'est comme ça qu'on éveille à l'art et à la culture? Je pense qu'il y a différentes façons d'éveiller à l'art et la culture, mais que les médiations sensibles, donc par la sensibilité, les médiations qui donnent des grilles de lecture sensorielle aux enfants pour découvrir l'art se développent actuellement. Annabelle parlait du mouvement tout à l'heure. Effectivement, rentrer dans une œuvre d'art, dans l'univers de l'artiste par le mouvement, eh bien ça peut parler à beaucoup d'enfants. Par exemple, des enfants qui peuvent être porteurs de handicap. Je pense à l'autisme par exemple, qui vont avoir besoin de se stimuler, donc leur corps. On peut avoir des enfants qui bougent sur eux-mêmes, qui tournent parce qu'ils ont besoin de sentir voilà, leur corps. Eh bien, pour eux, ça va être intéressant de mimer, par exemple, une pose dans un portrait. Mais il y a aussi d'autres manières de rentrer dans les œuvres par les sens. Donc, ça peut être par l'odorat. Donc, proposer, je pense par exemple, une ancienne exposition sur Cézanne, des ateliers où on faisait sentir aux enfants du thym, du romarin, de la lavande. Ensuite, de fermer les yeux et par la respiration, la visualisation. Donc ça, c'est de rentrer dans les œuvres, dans l'univers de l'artiste, dans les paysages dans lesquels il était immergé des journées entières. Donc par les odeurs, ça peut être bien sûr par le toucher aussi, par l'ouïe. Donc la musique intervient beaucoup. Elle est très présente à l'atelier des Lumières, mais elle est présente aussi lors des ateliers. Là aussi, c'est en fonction comment on sent les enfants ou pas, s'ils ont besoin, est-ce qu'ils sont gênés par le silence, ce qui peut être le vide pour eux ou pas. Enfin voilà, là aussi on adapte, c'est du sur-mesure, mais ça permet aussi de rentrer dans l'univers de l'artiste, les musiques qu'il écoutait, des musiques qui pouvaient être à la mode à son époque. Voilà, donc ça peut être des bruits aussi. Je reviens à Cézanne avec cet exemple concret, le bruit des cigales. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui peut aider vraiment les enfants à faire un petit saut voilà, spatio-temporel, puisque on leur fait découvrir les œuvres à l'échelle du temps et de l'espace. Il faut comprendre que beaucoup d'enfants, en tout cas des enfants avec lesquels on travaille, ne sont pas spécialement sensibilisés à la maison, à l'art, ne sont jamais allés dans un musée. Donc, c'est un univers qui est très éloigné du leur. Donc, comment leur faire appréhender, toucher du doigt, voilà, quelque chose qui ne leur est pas du tout familier. Mais c'est passionnant parce que ça peut permettre aussi de contextualiser les œuvres autrement et puis de leur parler de leur mode de vie aujourd'hui et quelle était la manière de vivre à l'époque. Déjà par exemple. Voilà, tiens, il n'y a pas de canapé. Alors ça, c'est souvent une remarque, il n'y a pas de canapé dans le salon. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de télévision. Qu'est-ce qu'on faisait? On se réunissait. Mais donc ça permet, voilà, de parler et pour les enfants aussi d'exprimer un vécu. Les 5 sens qui sont très très forts chez l'enfant. Certains enfants, pour écouter, pour apprendre, ont besoin de passer par le mouvement. C'est pas toujours compris, mais il faut le prendre en compte et de plonger comme ça avec des points d'accroche entre aujourd'hui et hier. Moi, ça me donne hyper envie de devenir une enfant et de participer de vos ateliers, de vos visites, parce que ça doit être extrêmement ludique et tellement vivant et tellement joli à voir. Est-ce que, Émilie, tu as un moment particulier à nous partager, une réaction d'un enfant ou même d'un accompagnateur qui t'a touché, toi? Alors, il y a plusieurs moments, parce qu'ils sont nombreux ces moments, donc il faut choisir. Je retiendrai en premier, mais c'est le regard émerveillé et la curiosité et l'enthousiasme, voilà, des enfants déjà.
Et ensuite, j'ai des moments magiques, il y en a plein, mais je repense par exemple, c'était l'Armée du Salut il y a quelques années. C'était toujours, là, c'était autour de Cézanne, et donc c'était un atelier auprès d'enfants de migrants. Donc des enfants avec un vécu qui était particulier, qui sont en France depuis peu, et ce qu'ils ont exprimé à travers l'atelier créatif, ils ont créé leur montagne. Après justement un petit temps de méditation, après leur fait sentir des plantes, entendu les cigales, je leur ai proposé donc de visualiser le paysage que peignait Cézanne, de sentir le soleil, comme s'ils avaient un chapeau sur la tête pour être vraiment dans la peau du peintre. Et ensuite, une fois les yeux réouverts, ils ont peint la montagne qu'ils avaient visualisée. Et chacun, ça a été extrêmement fort parce que ils ont dessiné des montagnes, pour certains des montagnes rouges, et ils ont finalement exprimé leur parcours de migrants à travers ces peintures. Pour certains, c'était la montagne de l'amitié, donc on voyait des enfants qui se tenaient par la main pour gravir cette montagne. Et pour eux, c'était le voyage, c'était de venir en France, alors que c'était pas bien sûr ce qui leur a été proposé, c'était très ouvert, c'était juste imaginer peindre la montagne que voyait Cézanne, mais à leur façon. Je leur disais d'ailleurs qu'elle pouvait être de la couleur qu'ils souhaitaient. L'idée, c'était pas de copier le peintre. Et chacun a exprimé énormément de choses personnelles et d'émotions, mais avec de la distance aussi, la distanciation par rapport à leur vécu. Voilà. Et ça avait été très, très, très fort comme moment. Voilà. Parce qu'ils avaient déposé beaucoup de choses dans cet atelier créatif. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a bien d'autres. Par exemple, dans le programme qui se développe donc depuis l'année dernière en milieu hospitalier, en HLD, on est confronté à des enfants qui ne sortent pas de leur chambre. Donc justement, Émilie, on va s'attarder un petit peu sur ce type d'atelier qui est donc un peu différent des autres, je trouve. Oui. On va repréciser. C'est donc le programme Art en immersion à l'hôpital, qui est donc adapté aux spécificités de l'hôpital, puisque là on est dans un milieu médicalisé. Les ateliers sont proposés, si j'ai bien compris, au chevet des enfants. Et là, en fait, c'est une exposition numérique adaptée avec des casques en réalité virtuelle. Alors le projet, en effet, Art en immersion à l'hôpital, est né finalement d'un constat où on souhaite provoquer la venue des enfants dans des sites culturels ou patrimoniaux. Or, on s'est rendu compte qu'à l'hôpital, c'est extrêmement dur d'organiser des visites parce qu'il y a des enfants qui sont isolés, qui peuvent pas sortir, en soins palliatifs, etc. Et donc, c'était comment est-ce que nous, on peut apporter cette expérience culturelle, visuelle auprès de l'enfant. Donc, on a imaginé l'utilisation de casques de réalité virtuelle, mais vraiment en tant qu'outil finalement de médiation pour faire venir une exposition, qui est l'exposition Cosmos, qui est un grand voyage à travers les étoiles et l'espace, pour amener les enfants à découvrir une exposition. Et cette exposition a cette particularité où l'image projetée est finalement vraiment l'atelier des lumières et non un film à voir. Donc il y a encore une fois aussi l'espace muséal qui est médiatisé. Et ça reste un outil inscrit avec en amont un atelier pédagogique, un atelier créatif à la fin. Et ça entre vraiment dans toute la construction d'un projet. C'est pas un film qu'on diffuse. Ça reste un médium. Là, par contre, il y a les familles. Et du coup, est-ce que les familles participent à leur manière? Est-ce que ça réunit les enfants et les parents et peut-être les fratries? Peut-être là où avant nos programmes sont construits pour une expérience de collectivité, de travail vraiment à plusieurs. Là, on a dû modifier nos programmes pour avoir un réel dialogue entre la médiatrice et l'enfant qui est au chevet. Donc c'est déjà une dynamique un peu différente. Et en effet, il peut avoir les parents ou la fratrie autour. Mais ça, Émilie qui est sur le terrain.
Et oui, Émilie, il faut que tu nous racontes un petit peu parce que moi, je trouve que c'est quand même un sacré défi de s'adapter au milieu médical parce qu'il y a, il y a déjà tout le staff médical, il y a aussi les heures de soins, il y a les heures de visite, il y a tout cet environnement qui est quand même très particulier. Il y a aussi l'état des enfants. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, ce vécu que tu as, cette expérience que tu as? Alors ce projet est passionnant, effectivement. Là aussi, on est vraiment sur du sur-mesure. Déjà, rien que la prosodie, la voix, hein, quand on pose la voix, eh bien c'est en fonction aussi de l'état émotionnel, physique de l'enfant, comment il se sent. Donc ça, il y a toujours un échange en amont, bien sûr, avec lui, pour sentir voilà comment il est, pour pouvoir déterminer bien le contenu de l'atelier en fonction de ses envies, en fonction de ce qu'il aime, de ce qui l'intéresse à travers ce sujet du cosmos qui est très vaste. Hein, il y a plein de portes d'entrée. Donc il s'agit d'échanger avec l'enfant, d'être dans un autre rythme aussi, puisque le rythme en milieu hospitalier n'est pas du tout le même. Et donc, on prend ce temps, c'est un temps de qualité avec l'enfant, et on peut être amené à le voir plusieurs fois. Ça peut être en 2 étapes ou en 3. Ça dépend vraiment des enfants, parce que quand on va à l'hôpital, on n'est pas sûr de les voir une deuxième fois. On ne sait pas du tout pour combien de temps il est là. Donc, on peut essayer d'envisager en amont, de savoir si on peut être amené à le revoir une deuxième fois. Si on va en HAD, donc hospitalisation à domicile, là c'est plus facile de prévoir le nombre d'étapes, généralement 2 étapes. Et pour répondre à ta question antérieure sur le lien avec les familles, ces ateliers sont très différents. Là aussi, c'est à chaque fois très différent. Il peut y avoir des familles qui souhaitent participer, des parents avec leur enfant, des frères et sœurs. Là, par exemple, j'ai le souvenir d'un très bel atelier avec un jeune patient. J'y étais pour la première fois. Sa grande sœur est revenue du collège en fin de matinée. Elle était intéressée par le sujet. Elle est venue regarder. Et puis la maman m'a demandé si pour le deuxième atelier, ce serait possible plutôt de le faire avec le petit frère, qui était passionné aussi par le sujet, la grande sœur. Et finalement, c'était un atelier famille avec le tonton qui a été appelé à distance parce que apparemment il partage cette passion avec son neveu. Donc c'était voilà, très très bel atelier qu'on a réalisé ensemble. Enfin, toute la famille a réalisé un système solaire, donc pour accrocher voilà sur un mur, un mobile en fait, voilà, qui est très très beau et qui a toujours un petit effet waouh auprès des enfants. Et donc c'était un très 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 bel atelier. Si notre site principal, les bénéficiaires sont les enfants, finalement notre action, on voit, touche aussi les aidants, les familles, parce que c'est des situations très complexes qui construisent beaucoup de stress économique, stress émotionnel, psychologique. Et quand on va à l'hôpital, par exemple, ça peut être une porte de sortie pour les parents de justement aller boire un café, appeler un proche, vraiment souffler, sortir de l'environnement très anxiogène. Et à la maison, ça permet d'avoir quelqu'un de nouveau. Et on le sent, les parents sont souvent très demandeurs et parlent énormément, on partage. Tout à fait. C'est agréable pour nous, mais on sent aussi que ça va au-delà de l'enfant. Oui, parce que les enfants, par exemple, en hospitalisation à domicile, reçoivent très peu de visites de l'extérieur et au regard de leur immunité ne peuvent pas non plus trop sortir. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, comme tu disais, Annabelle, de la part des familles, hein, des parents, et les aidants ont aussi beaucoup besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les accompagne en tout cas, puisque c'est l'occasion pour eux aussi de partager un moment avec leur enfant autrement, et pour les aidants également, parce que on remarque que les soignants au milieu hospitalier, ils sont toujours dans cette relation de soins, de prodiguer un soin aux patients. Et là, il y en a qui sont intéressés aussi, qui viennent parler de l'expérience, de partager cette expérience avec l'enfant. Donc, c'est un lien qui se tisse autrement aussi, différemment.
Oui, et puis ça doit être très très beau parce qu'effectivement, ça doit aider tout le monde à traverser l'épreuve de l'hospitalisation, hein, de la maladie. Culture pour l'enfance, donc ça fait un petit moment là qu'on est en train d'en parler toutes les trois, que vous nous partagez votre expérience et tout le travail qui se fait. Je suppose que toutes les deux, chacune à votre niveau, vous devez être fières de participer à la découverte de la culture et des arts auprès de ces enfants dans des contextes difficiles et particuliers. Comment vous pourriez résumer votre ressenti et votre expérience au sein de Culture pour l'enfance? Pour moi, c'est une expérience très enrichissante qui amène à énormément d'humilité, de communication, et j'apprends énormément auprès des enfants par leur courage, leur sensibilité ou leur façon de voir le monde. Et finalement, en leur apportant, en les aidant à accéder à la culture, c'est aussi leur ouvrir des capacités, des possibilités plus tard dans la vie, et leur donner un peu une petite trousse de crayon, une petite boîte à outils. C'est très chouette. Et oui, c'est très juste ce que tu viens de dire, Annabelle. Et j'ajouterais que l'action de la Fondation, les actions sur le terrain, ces programmes font sens et contribuent effectivement à ouvrir le regard et aussi à aider les enfants à être en lien avec le monde qui les entoure. Mais on sent que ça leur fait du bien. En fait, c'est-à-dire que ces activités, leur permettent de les éveiller, d'éveiller leur sens, et contribuent aussi à leur mieux-être et à être en lien aussi avec eux-mêmes, leurs émotions. Ce qui peut contribuer aussi à les aider à avoir de l'empathie pour l'autre. Donc pour moi, ça fait vraiment sens. Voilà, ça a beaucoup de sens. Ah bah écoutez, Annabelle et Émilie, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé, tout ce que vous avez raconté. À très bientôt, peut-être. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Isabelle, merci. Et voilà, une belle association méconnue et dont on ne peut que saluer la mission culturelle auprès de tous ces enfants concernés par les programmes. Si vous désirez contribuer à cette mission, eh bien faites un don. 5 €, 10 € ou plus, vous savez, les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Le lien est dans la description de l'épisode. Et si vous travaillez dans une structure sociale, médico-sociale, un hôpital ou une école, eh bien, prenez contact avec Culture pour l'enfance. Le lien du site et les contacts sont aussi dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On referme les coulisses. À très bientôt.